Bonjour, bienvenue dans ce cours G5 qui s'appelle les déformations des matériaux de la lithosphère. Alors l'objectif de ce cours, c'est donc de faire de la tectonique, ça veut dire d'étudier des déformations et les mécanismes associés qui affectent des structures géologiques postérieurement à leur formation. Alors qu'est-ce qu'on entend par déformation? La déformation, c'est un terme qui va désigner des changements de forme, de position, d'orientation d'un volume rocheux soumis à des contraintes. Bon, l'analogie avec l'assiette qui ici est déformée, ou la pâte ici qui est déformée par le livre. Alors la déformation, ça va s'étudier en géologie à toutes les échelles, de la lame mince à la lithosphère. C'est pour ça qu'au concours, on peut vous donner de nombreux documents qui peuvent être des études de photos, des analyses d'échantillons de lame mince ou de roches, voire des cartes géologiques. Voyons voir ce qu'on va faire dans ce cours. Il y aura trois parties. La première partie, ça va être de décrire les déformations et de comprendre comment on les obtient, l'origine. La deuxième partie, ça concernera la rhéologie, l'étude expérimentale au laboratoire des déformations et les conséquences qu'on peut en tirer pour le comportement de la lithosphère. Et la troisième partie, ça sera finalement un espèce de catalogue qui va nous lister les différents types de déformations qui affectent les roches et qui peuvent tomber justement dans les échantillons, dans les documents du concours. Commençons par le grand 1, les déformations, origine et description. Alors les déformations, ça va résulter, c'est totalement intuitif, de l'application de force. Alors ce qui compte en fait, c'est pas vraiment la force, parce que là on voit la force CMG, donc c'est le poids ici qui déforme la canette, alors que là le même poids ne déforme pas les canettes. Ce qui compte, c'est plutôt la force par unité de surface. On va appeler ça une contrainte. La contrainte, c'est la résultante des forces appliquées sur un plan par unité de surface. On peut représenter une contrainte par force sur surface ou à petite échelle, quand ensuite on veut faire des intégrations en maths, on peut donc représenter ça sous la forme d'une petite force qui est appliquée sur un plan de surface ds. La contrainte, son unité, c'est donc des newtons par mètre carré. C'est donc des pascals. Les contraintes s'expriment donc en pascal ou en newton par mètre carré, elles ont donc les dimensions d'une pression. Alors en un point donné, dans la Terre, on admet qu'on peut représenter l'état des contraintes, il y a plein de contraintes qui s'exercent sur ce point, on peut représenter ça à l'aide de trois vecteurs orthogonaux, sigma, sigma 2, sigma 3. Sigma va toujours représenter par convention le vecteur contrainte maximale, sigma 2 intermédiaire et sigma 3 contrainte minimale. Donc ça, c'est comme ça qu'on représente en chaque point l'état des contraintes, par ce qu'on appelle l'ellipsoïde des contraintes. Alors finalement, quand on est dans la Terre, une contrainte, elle a deux composantes. Elle a une partie qu'on va appeler isotrope et une partie donc anisotrope qu'on va appeler la contrainte déviatorique. Je m'explique. Imaginons qu'on soit dans la Terre ici, il y a un petit point. Imaginons que la pression ce soit 10 mégapascales. Ça signifie qu'il s'exerce en tout point 10 mégapascales. Et il se peut, alors ce sera ça les 10 mégapascales, ce sera le sigma 3, et il se peut qu'en plus, alors s'il ne se passe rien, il ne se passe rien, mais il se peut qu'il y ait d'autres forces qui se surajoutent. Par exemple, on n'a qu'à dire qu'il y a 5 mégapascales qui se surajoutent ici, donc là je vais représenter 10, et là je vais représenter 15. Donc les 10, c'est la pression isotrope, et les 5 qui se surajoutent, les 15 moins 10, ça c'est ce qu'on appelle la contrainte déviatorique, et c'est elle qui finalement va entraîner les déformations. Alors effectivement, on peut voir ça ici, donc prenons ce petit carré sur lequel s'exerce donc un sigma 1 qui est égal au sigma 3, qui est égal au sigma 2 qu'on ne représente pas ici parce qu'on est sur un plan et que le sigma 2 donc il viendrait vers nous ici. Donc on imagine que tout est constant, et bien dans ce cas il n'y aura pas de déformation, il y aura juste une compaction de la structure. Si par contre le sigma 1 il est plus grand que le sigma 3, j'ignore encore le sigma 2 que je ne représente pas ici, et bien qu'est-ce qui va se passer? Il y a une contrainte déviatorique et effectivement la structure va se compacter et va se déformer, le carré va devenir rectangle ici. Donc là on a vu, la première partie c'est que les déformations résultent de l'application de contraintes qui sont anisotropes. Voyons voir maintenant comment on décrit les déformations. Alors, première possibilité pour décrire une déformation, c'est de voir qu'elles peuvent être continues ou discontinues. Effectivement, premier type de déformation, l'assiette ici qui tombe, c'est une déformation discontinue, une déformation cassante. Une déformation de pâte à modeler maintenant qui devient tout aplatie, là c'est une déformation qu'on va appeler continue. On peut voir ça en géologie aussi, bien sûr, à l'échelle par exemple d'un fossile. Là on voit que le fossile il est cassé, donc c'est une formation qu'on appellera discontinue. Et l'autre il est juste aplati mais sans casser, on parlera de déformation continue.
Deuxième possibilité, quand je veux décrire une déformation, ça peut être de donner si cette déformation elle est coaxiale ou non coaxiale. Ça n'a rien à voir avec cassant ou continu de tout à l'heure, hein. C'est complètement autre chose. Alors prenons le premier cas, la déformation peut être coaxiale. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire ça, c'est l'analogie avec un gant qui a des marqueurs ronds que j'étire et les marqueurs, vous avez vu, ils s'allongent, les ronds deviennent des ellipses. Et si j'avais des petits carrés, les petits carrés deviendraient des rectangles. C'est ce qui est représenté ici. Donc là, j'applique une contrainte déviatorique et au fur et à mesure du temps, j'ai une déformation qui se met en place. Alors là, on va définir ce qu'on appelle un ellipsoïde de déformation. Donc ça, c'est nouveau. C'est pas l'ellipsoïde des contraintes, hein, c'est l'ellipsoïde des déformations. Qu'est-ce que c'est l'ellipsoïde des déformations? Quand je prends une structure, eh ben, je vais définir un axe qui s'appelle X, qui est l'axe où la structure s'est allongée. Donc là, on voit bien que c'est ici. Et Z, l'axe de raccourcissement maximal, hein. Donc là, on voit bien que c'est dans ce sens. Il y a aussi un axe Y que là, je ne représente pas parce que je suis en 2 dimensions. Donc l'ellipsoïde des déformations, j'ai un axe X d'allongement maximal, Z de raccourcissement maximal, et puis Y, ben, c'est l'autre axe. Donc ici, quand je suis sur le gant, et ben, mon axe X, il est comme ça. Et mon axe Z, il est comme ça. Et ben, dans le cas d'une déformation coaxiale, on parle donc de cisaillement pur ou d'aplatissement pur. Il n'y a pas de composante rotationnelle. C'est exactement ce que j'ai fait ici. Et dans ce cas, l'ellipsoïde des déformations, eh ben, il permet de remonter à l'ellipsoïde des contraintes. C'est ce qu'on a fait ici par intuition. Quand j'ai mon x, j'en déduis que c'était le sigma 3. Et quand j'ai le z, j'en déduis que c'est la direction du sigma 1. Donc ça, dans le cas d'une déformation qu'on appelle coaxiale, on peut toujours le faire à partir de l'ellipsoïde des déformations que l'on voit sur le terrain. On peut remonter à l'ellipsoïde des contraintes. Deuxième cas, la déformation, elle peut être non coaxiale. Alors là, on ne parle pas d'aplatissement pur ou de cisaillement pur, on parle de cisaillement simple. Dans ce cas, il y a une composante rotationnelle. On le voit très bien ici. Imaginons que j'appuie ici et que ça m'entraîne, vous avez vu, un basculement de la structure avec un allongement, hein. Le rond, vous avez vu, il s'allonge ici sous forme de rond allongé. Alors l'analogie ici, c'est pas le gant étiré, c'est le paquet de cartes. Là, j'ai un paquet de cartes de 54 cartes. On a fait un marqueur rouge et en appuyant ici et en appuyant ici, eh ben, je peux faire donc pivoter l'ensemble et plus j'appuie, plus les cartes elles glissent les unes par rapport aux autres et ce que je vois c'est que mon marqueur ben, il s'allonge, hein. Il s'allonge ici. Par contre, il est en train de faire une rotation. Il y a ce qu'on appelle un angle de cisaillement ici. Alors je vais mettre les Z et les X de l'ellipsoïde de déformation. Donc le X, l'axe d'allongement maximal, il est ici, mais il est en train de faire une rotation. Je vais le mettre au niveau du jeu de cartes aussi. Donc le X, il est ici, puis là, il est ici. Le Z, il est perpendiculaire. Ça veut dire que pour une même contrainte que j'applique, eh ben, au fur et à mesure, le X est en train de pivoter. Donc, ça veut dire que ben, le X bougeant, en étudiant l'ellipsoïde de déformation à un temps donné, soit ici, ben c'est pas le même x. Et pourtant, c'est la même contrainte. Bref, on ne peut pas, quand on fait ceci, remonter à l'ellipsoïde des contraintes avec l'ellipsoïde de déformation. Les plans de cisaillement que l'on va définir tout de suite, hein, donc sont ben, finalement représentés par les petites cartes qui sont en train de bouger les unes par rapport aux autres. Alors voyons voir ça tout de suite. Dans le cas d'une déformation non coaxiale, ça, donc ça se transforme en ça. Et le carré se transforme en parallélogramme d'ailleurs, hein, et pas du tout en rectangle. Et donc là, si je définis mon axe X, il est ici. Et les cartes représentent des plans de cisaillement qu'on appelle plan grand C. Et le cisaillement, on peut le représenter par ces flèches violettes. Donc on l'a compris, quand on décrit une déformation, elle peut être coaxiale ou elle peut être non coaxiale, et ben, on pourra ou pas, selon les cas, remonter aux contraintes d'origine. Alors, donc, il faut savoir identifier. Est-ce que la déformation, elle est de type cisaillement pur? C'est le premier cas. Coaxial, quoi. Ou est-ce qu'elle est de type cisaillement simple? C'est le deuxième cas, non coaxial. Alors, le gros critère général, c'est d'observer si la structure qui est déformée, elle est symétrique ou pas. Alors, quand elle est symétrique, on le voit ici. On le voit ici avec le fossile. Là, on parle, donc c'est le premier cas, c'est la déformation coaxiale. Et donc, dans ce cas, la déformation que je mets ici, axe d'allongement maximal, elle permet de remonter donc au sigma 3 et donc le Z au sigma 1. C'est le premier cas. Quand la structure elle est asymétrique, on le voit ici, j'ai un parallélogramme où là je vois mon fossile, il n'est plus du tout symétrique. Là, ça résulte d'un cisaillement. Donc là, cisaillement simple, je veux dire. Et donc là, dans ce cas,
eh ben, j'ai bien mon ellipsoïde de déformation, je ne peux pas remonter à l'ellipsoïde des contraintes. Alors après, ça on peut le faire tout le temps, on peut le faire au niveau des plis si on veut. Donc quand les plis ils sont symétriques comme ceci avec les flancs qui sont symétriques, je suis dans le premier cas, c'est l'aplatissement pur. Et dans le cas où les plis sont asymétriques comme ici, ben c'est un cisaillement simple. C'est mon deuxième cas, c'est une déformation non coaxiale. L'ellipsoïde de déformation, le X, axe d'allongement, il est toujours selon le plan axial. On verra ça dans le grand 3 quand on étudiera les plis un petit peu mieux. On peut aussi voir ce critère de symétrie à l'échelle d'un minéral du métamorphisme, comme un grenat par exemple, ou dans le cas où il y a eu genèse de zones d'ombre, d'ombre de pression on dit. Lors du métamorphisme, quand il y a des contraintes, et ben des fois donc les contraintes donc entraînent une schistosité que l'on verra dans le grand 3, et des fois certains minéraux ici donc en fait bloquent un petit peu la contrainte on peut dire, et autour ici la pression elle est plus petite, et du coup des fluides peuvent venir cristalliser des minéraux, ça nous fait ce qu'on appelle des ombres de pression que vous verrez dans le cours du métamorphisme de BCPST2. Quand ces ombres de pression sont symétriques, on est dans le premier cas. Quand les ombres de pression sont en S, on dit, là on le voit très bien, on est dans le cas d'un cisaillement simple et donc d'une composante rotationnelle, d'une déformation non coaxiale. On peut encore voir cette histoire de symétrie sur les fentes de tension. Alors les fentes de tension, l'analogie c'est ici sur un yaourt que je comprime un petit peu, j'ai une fracture qui apparaît au milieu, et cette fracture en fait elle apparaît au milieu et elle pousse en direction donc des extrémités. Et elle s'écarte un petit peu selon cet axe X ici, et dans la vraie vie, cette fente peut être remplie par de l'eau qui a du Ca de plus et du CO3 de moins, et donc mettre de la calcite à l'intérieur. Ça, c'est ce qu'on appelle une fente de tension. Et donc, les petits picots de la fente, les petites extrémités, nous donnent finalement le sigma dans cet exemple. Alors, pas toujours. Ça va dépendre encore une fois si c'est symétrique ou pas. Donc là, c'est assez symétrique. Alors, pas ici, celui-là, je vais l'ignorer, mais les autres sont assez symétriques. Donc là, je peux faire mon raisonnement. D'ailleurs, au passage, cet échantillon il est pas mal parce que j'ai des fentes dans ce sens et j'ai des fentes dans ce sens. Donc, quand je raisonne, il y a eu 2 épisodes de contraintes. Le premier épisode de contrainte, dans le temps, je ne sais pas lesquels, il faudrait que je fasse de la chronologie relative, ce que je ne vais pas faire ici. Mais là, je vois que celui-ci, donc il est dû à un sigma qui m'a généré cette fente de tension, avec donc un allongement dans ce sens-là. Et puis les deuxièmes, par contre, sont générés par ces contraintes sigma qui sont indiquées ici. Les fentes sont symétriques, c'est un aplatissement pur. Il peut arriver que les fentes soient asymétriques. Par exemple, là, imaginons que j'ai un sigma 1 et que j'ai une déformation non coaxiale, avec une rotation. Donc sigma 1 me génère ceci, mais au fur et à mesure, on l'a vu le marqueur rouge sur le jeu de cartes de tout à l'heure, au fur et à mesure que je fais la contrainte, j'ai une rotation. Donc ce qui est ici, maintenant il y a une rotation, c'est ici, que le centre, je regarde que le centre. Et puis je continue, maintenant c'est ici. Donc ok, entre les deux pointillés qui sont ici, mais au fur et à mesure que le temps se crée, la fente peut s'ouvrir en haut et en bas aussi. Donc si maintenant la fente elle s'ouvre ici et ici, j'ai une cristallisation. Donc l'ensemble a fait une rotation, et là maintenant ça s'ouvre selon sigma 1. Le sigma 1 il est ici. Et donc j'ai des fentes selon sigma 1. Imaginons que maintenant la fente elle continue de faire sa rotation, et elle continue à s'ouvrir de chaque côté. Et là ça fait une rotation, et là ça continue de s'ouvrir, et là donc j'ai de l'eau qui se met avec du SaCO3 et ça me fait l'extrémité de la fente. Donc finalement là ce que j'enregistre c'est la rotation de la fente et en même temps sa croissance. Ça me fait une fente en S et donc là dans ce cas j'ai un cisaillement simple. Je n'ai pas l'aplatissement pur de tout à l'heure. Et donc l'axe d'allongement maximal, le Z, tourne au cours du temps. Le X tourne aussi, le Z tourne, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure avec le jeu de cartes. Donc là, c'était le Z au temps T1, là le Z au temps T2, là le Z au temps T3. Dernière chose, on a un autre critère qui nous permet d'identifier un cisaillement simple, ce sont les fameux plans C de cisaillement, comme les cartes tout à l'heure qui glissaient les unes par rapport aux autres. Dans cet échantillon de granit cisaillé justement, qu'on abordera bien mieux quand on fera la schistosité à la fin de ce cours, on voit déjà ici des plans C, des plans de cisaillement, que je mets en bleu. Donc là, ça me signe une déformation non coaxiale. On pourra remonter au sens de cisaillement dans le grand 3 quand on verra justement la schistosité. Finalement, au concours, on peut vous donner plein d'échantillons. Et donc notre objectif,
Ce sera au stade où on en est ici d'identifier si c'est continu, discontinu, si c'est une déformation coaxiale, non coaxiale, de faire l'ellipsoïde de déformation et éventuellement de pouvoir remonter à l'ellipsoïde des contraintes. Exemple, dans le cas de ces déformations continues qui sont des plis, le premier cas, je vois que c'est plutôt symétrique, j'ai l'ellipsoïde des déformations, je remonte à l'ellipsoïde des contraintes. Dans le deuxième cas, je vois qu'il y a un flanc long, un flanc court. Je peux obtenir l'ellipsoïde des déformations, mais c'est tout. Deuxième exemple qu'on avait vu, c'était ces ombres de pression autour d'un grenat. Le grenat, c'est ça. Les ombres de pression sont globalement assez symétriques. J'en déduis donc les plans d'aplatissement X, enfin la direction X d'aplatissement maximal, le Z, et je peux remonter aux contraintes. Dernier exemple qu'on avait vu, c'était ce plagioclase faillé en lame mince. Là, on voit les ombres de pression qui sont bien dissymétriques. Toute la schistosité qui est moulée, mais qu'on n'a pas encore vue, donc pour l'instant, je l'ignore un petit peu. Et ce qu'on voit aussi, c'est ça. Hein. C'est en face, c'est un plagioclase avec sa macle polysynthétique. On voit que lui, il était là et que lui, il était là. Bref, j'ai une cassure avec déplacement, j'ai ce que j'appelle une faille, qui d'ailleurs ici est normale. Donc là, j'ai deux types de déformations. La schistosité qu'on n'a pas encore vue, la faille qui est une déformation discontinue. J'ai mes ombres de pression. J'en déduis donc approximativement le X d'après les ombres de pression. Le X, il est en train de tourner au fur et à mesure que la contrainte s'applique. Je ne peux pas en déduire l'ellipsoïde des contraintes. J'ai mis le jeu de la faille en bleu ici. Voilà pour le grand 1, donc l'origine des déformations et comment on les décrit. C'est important de les décrire pour les échantillons, pour ce qui vous est demandé donc, dans les épreuves du concours. Passons au grand 2, la rhéologie des matériaux peut être étudiée au laboratoire. Alors la rhéologie, c'est une branche de la géophysique qui va s'intéresser aux déformations des matériaux en réponse à des contraintes. Notre objectif ici, dans le A et le B, c'est d'étudier expérimentalement les déformations des roches, afin de pouvoir en déterminer ensuite les facteurs qui peuvent influencer les déformations. Alors expérimentalement, comment on fait pour étudier? On utilise des dispositifs de presse comme ceci, hein. C'est ça, une presse. On met un échantillon et on va lui appliquer des contraintes, en fait, et on va étudier la déformation de l'échantillon. Par exemple, cet échantillon, on lui a appliqué des contraintes et il a évolué selon la contrainte qu'on lui a appliquée. Là, on lui a appliqué une contrainte, ça n'a pas fait évoluer sa longueur. Là, il a raccourci. On peut quantifier des déformations si on a envie, hein, comme on a envie de faire. Et puis là, il a même fracturé l'échantillon. Dans le système de presse, on met tout autour de l'échantillon donc un liquide que l'on comprime. Ça modélise le sigma 3 qui d'ailleurs sera égal au sigma 2 ici. Et puis ensuite par un piston on appuie encore plus et là on modélise donc le sigma qui va devenir de plus en plus fort et nous on va représenter justement la déformation, c'est ça la déformation, en fonction de l'application sigma 1 moins sigma 3, en fonction de la contrainte déviatorique. Alors ce qui est vraiment surprenant, c'est que le X et les Y sont tout le temps intervertis sur les graphiques. Donc nous on fait augmenter sigma moins sigma 3 au cours d'expérience et on regarde l'influence sur la déformation. Donc on fait varier Y et on regarde la conséquence sur X. Bon, ceci étant dit, qu'est-ce qu'on voit? Donc là on a un résultat classique. On augmente la contrainte, on voit que la déformation elle augmente. Alors ce qui va se passer, c'est qu'on distingue trois domaines dans cette courbe. Le premier domaine, c'est ce qu'on appelle le domaine élastique. C'est comme un élastique que j'étire, quand je le relâche, il revient à sa forme. La boule anti-stress, c'est pareil. Quand je relâche, elle revient à sa forme. Là, l'échantillon, je lui applique une certaine contrainte, il vient ici, il est très déformé. Si je relâche la contrainte, il revient ici. Ça, c'est ce qu'on appelle le domaine élastique. Une fois qu'il y a la rupture de pente, ça c'est autre chose. C'est ce qu'on appellera le domaine plastique. Ici, il est fait en bleu. L'analogie, c'est plutôt la pâte à modeler. Une fois que la pâte à modeler, donc je lui ai donné une forme, elle ne revient pas à sa forme initiale. Donc là, l'échantillon, quand je lui applique une certaine contrainte, il vient ici. Si je relâche la contrainte, il retourne ici, hein, quand sigma moins sigma 3 devient 0, et on a vu qu'il a une déformation. Une déformation qui n'est plus irréversible, qui n'est plus réversible. Ça, c'est ce qu'on appelle une déformation plastique. Et ensuite, au bout d'un moment, à force d'étirer ma pâte à modeler, elle va casser. Hein. C'est ce qu'on appelle la rupture, qu'on met souvent avec une petite flèche comme ceci. Les différentes roches que l'on teste et sur lesquelles on obtient ce type de graphique peuvent alors être classées en deux catégories. Première catégorie de roches, c'est celles qui sont à gauche, c'est celles où, quand on applique les contraintes, elles vont se déformer élastiquement pendant longtemps et le domaine plastique sera très petit, paf, direct, il y a une rupture, il y a une cassure en fait. Ça, c'est les roches qui ont un comportement fragile ou un comportement cassant.
on dit que ces roches sont compétentes. Par exemple, si on prend un granit, le granit très vite, donc il va se déformer élastiquement et puis direct il va faillir, direct il va casser. Il y a un deuxième type de roche, ici, où là c'est différent, le domaine plastique il est très grand. Ça veut dire que quand on applique des contraintes, il y a le domaine élastique qui est assez faible, puis passer le seuil de plasticité, la roche va se déformer plastiquement pendant très 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 longtemps, puis va casser, ou bien même ne cassera jamais. Ce sera le flouage. Donc là, c'est l'analogie avec, par exemple, une pâte à modeler qui est toute molle et que j'étire, ou un chewing-gum. On dit que là, le comportement, il est ductile. On dit que la roche, elle est incompétente. Le compétent et le cassant, c'est ce qui permet de retenir les termes. Alors, selon les conditions, les roches peuvent être compétentes ou incompétentes, même une même roche. Je vous ai dit que le granit, il était compétent tout à l'heure. Mais si je le place à une haute température, vous verrez qu'il peut se comporter comme ceci. Il peut même ne jamais casser. Dans ce cas, ce sera une roche incompétente. Les définitions que je donne ici ne sont pas tout le temps les mêmes. Il y a certains géologues qui font des petites nuances par rapport à ce que j'ai dit, mais moi j'ai pris la définition qu'il y a sur le site planétaire de l'ENS Lyon. Alors je vous ai dit tout à l'heure que effectivement la roche pouvait, dans certains cas, ne jamais casser. On dit qu'elle flue. Ça s'appelle le fluage. Où là, la courbe, on la reconnaît, elle est horizontale et il n'y a pas la petite flèche de « il y a rupture ». Avec ces types de graphiques, on voit une autre notion qui est la notion de résistance d'une roche. Alors ça, c'est encore autre chose. C'est quoi la résistance d'une roche? La résistance d'une roche, c'est la valeur du déviateur des contraintes qui va provoquer une déformation irréversible. Ça veut dire plastique ou ça veut dire cassante, selon la roche, si elle est compétente ou incompétente. Alors voyons à gauche par exemple. Donc là, j'ai deux roches qui ont un comportement fragile, on le voit d'après la courbe. Et la roche B, il faut que je lui applique 10 et elle casse. La roche A, il faut que je lui applique 15, sigma moins sigma 3, et elle casse. La roche A, on dit qu'elle est plus résistante que la roche B. Je vais prendre maintenant à droite. Là, j'ai une roche C, il faut que je lui applique 5 pour que, ça y est, elle se déforme d'une façon irréversible. La roche C, il faut que je lui applique 10 pour qu'elle se déforme d'une façon irréversible. On dit que la roche C, elle est plus résistante que la roche D. Passons, maintenant qu'on a défini des termes très importants de vocabulaire, quels sont les paramètres qui influencent le comportement rhéologique des roches? Alors il y a plusieurs paramètres. Le premier paramètre, bien évidemment, c'est la nature lithologique des roches. Parce que toute condition égale par ailleurs, température, pression, fluide, bref, il y a certaines roches qui seront plutôt compétentes, qui ont un comportement cassant, ce sont les grès, certains calcaires, les granites, les gneiss, et il y a d'autres roches qui plutôt vont avoir un comportement incompétent, comme les argiles, comme les évaporites. Et donc ça explique que toute condition égale par ailleurs, certaines roches vont être plissées alors que d'autres vont être faillées. Et sur le terrain, c'est intéressant, parce que des fois, on voit ceci. Ça veut dire qu'on voit, par exemple sur ce terrain, donc les granites ici, qui sont maintenant sous forme de gneiss, eux ont subi des contraintes. Alors là, ils se sont comportés d'une façon incompétente. Ils n'ont pas cassé. J'étais vraiment à forte profondeur en fait. Donc ils se sont comportés d'une façon donc ductile. On le voit, les granites et les gneiss sont représentés ici par le jaune. Et par contre, il y avait une coulée de basalte métamorphisé, basique, qui elle s'est comportée d'une façon cassante pour les mêmes conditions. Et donc, elle, cette coulée, vous avez vu, elle a été cassée. Des petits morceaux ont même été séparés les uns des autres. Et ça, donc, je le vois sur le terrain. Donc là, il y a eu un comportement différentiel selon la nature lithologique de la roche. Et j'obtiens ce qu'on appelle un boudinage. Boudinage ici de la couche noire qui forme maintenant des boudins dans un ensemble incompétent représenté ici par l'ensemble gneiss-granit. Deuxième paramètre qui influence le comportement rhéologique des roches, c'est la pression lithostatique, donc la profondeur. Effectivement, qu'est-ce qu'on voit pour une même roche? On peut regarder ici. Quand j'augmente la pression lithostatique, le sigma 3, la partie isotrope de ma contrainte, je vois que quand j'augmente, déjà le seuil de résistance, il augmente, première chose, et ensuite la déformation plastique, elle est de plus en plus importante. Ça veut dire que la pression, quand elle augmente, elle favorise le comportement ductile. Et même au-delà d'un certain seuil, qui est franchi ici, on voit qu'il y a même fluage. Les roches, elles vont s'écouler. Et ça, on va pouvoir l'appliquer à la croûte, sans problème. On verra que la surface de la croûte, c'est plutôt un comportement fragile, alors que en dessous, au niveau de la croûte inférieure, c'est plutôt un comportement qui est non fragile, qui est ductile, voire justement l'application qui va suivre.
Alors si je regarde un petit peu concrètement quand ça casse, eh ben, je peux voir que ça peut casser de plusieurs façons. Alors effectivement, ça peut casser comme ceci, simple fracture. Ça, c'est quand je suis vraiment en surface. Quand je suis très proche de la surface, on l'a dit tout à l'heure, ça peut casser et faire une petite ouverture des fentes de tension. Je peux aussi obtenir des stylolites qui seront vus dans le grand 3. On verra tout ça. Là, ce qui nous intéresse, c'est juste de dire que ça fait des petits picots qui me donnent la direction du sigma. Et quand je suis un petit peu plus en profondeur, en fait, je peux obtenir des déplacements relatifs, hein, à savoir des failles que je représente ici. Là, des failles normales. Hein, si le sigma il est ici et le sigma 3 il est selon l'horizontale. Et je peux déjà dire ici que, en gros, en moyenne, au niveau de mes failles qui ici sont des failles conjuguées, j'obtiens un angle du plan de faille par rapport au sigma qui est à peu près de 30 degrés. Troisième facteur qui peut influencer les déformations, c'est la température et donc la profondeur. Et effectivement, qu'est-ce qu'on voit? On voit que plus on augmente la température, plus la résistance de la roche va diminuer. Mais ça, c'est normal. Hein. Enfin, c'est logique. C'est comme la pâte à modeler, c'est comme une bougie qui est rigide ou une bougie qui est pas rigide. On voit que quand la température elle augmente, elle va pouvoir se déformer d'une façon irréversible bien plus rapidement. Donc, plus on s'enfonce, plus les roches vont se déformer. Et en plus, on voit le domaine plastique, il est de plus en plus grand. Ça veut dire qu'elles vont se déformer et de plus en plus plastiquement. Donc la température, elle va favoriser en fait le comportement ductile, comme la pression. Plus je vais en profondeur, plus la pression est grande, plus la température est grande, plus le comportement ductile est favorisé. Au- à partir d'une certaine profondeur, en fait, les roches, elles vont finir par fluer. Quatrième facteur qui peut influencer le comportement rhéologique des roches, c'est la présence de fluides, par exemple d'eau ou de CO2. Comme on le voit ici, avec la teneur en eau qui augmente d'une roche, on voit que la résistance de la roche va diminuer quand il y a de l'eau. Et en plus, on voit que le domaine plastique, qui est tout ici alors que là il est juste ici, va augmenter. Donc la présence de fluide favorise aussi la déformation plastique, le comportement ductile. Dernier facteur important qui peut influencer la déformation, c'est le facteur vitesse de cette déformation. Plus la vitesse de déformation est faible, on le voit ici, plus la roche finalement elle est moins résistante, on le voit ici, et plus le comportement ductile va être important, hein, plus le domaine plastique est élevé ici. Quand la déformation se fait à une vitesse rapide, on le voit ici, donc déjà la roche elle est plus résistante et en plus elle casse plus directement. Ça, c'est important, ça explique pourquoi des fois, par exemple dans les Alpes, pour une même roche, pour des mêmes contraintes, en fait, on peut avoir des failles ou des plis. Hein. Ça peut dépendre de la vitesse de la déformation en question. Bon, finalement, qu'est-ce qu'on peut retirer de ce grand 2 A et B? C'est que donc les roches, on peut les distinguer en deux grands groupes. Les roches qui ont un comportement fragile, avec un domaine plastique petit qui rompent rapidement, et les roches à comportement ductile qui ont un domaine plastique important et qui rompent très tardivement, voire jamais. On a vu donc les déformations continues et cassantes, avec les domaines de rupture, les domaines élastiques et les domaines plastiques. Et on a vu dans le B que les comportements des roches étaient influencés par différents facteurs, hein, qu'on a pu énumérer. Alors ceci est intéressant pour de nombreuses applications dans les exercices. Par exemple, là je vous en donne un très rapide où on voit un gabbro sur cet échantillon qui n'est pas déformé ici, qui n'est pas déformé ici, mais qui est déformé ici et ici, qui est bien étiré. Donc il y a une déformation totalement hétérogène. La zone très déformée, elle est ici avec un étirement, c'est une schistosité même qu'on peut voir, mais je n'en parle pas trop ici parce qu'on ne l'a pas encore abordé. Et donc en ça, on peut se dire, qu'est-ce qui a entraîné cette déformation, quoi? Est-ce que c'est une lithologie différentielle? Là non, c'est un gabbro dans les deux cas. Est-ce que c'est la pression, la température qui était différente ici par rapport à ici? Non, c'est le même échantillon. Hein. Il a subi les mêmes températures et les mêmes pressions. Est-ce que c'est une vitesse de déformation différente? Non, encore une fois, il n'y a pas de raison que là, ce soit déformé très lentement et là, là, c'est pas déformé de toute façon. Hein. Donc, c'est un petit peu hors sujet. Et donc, il nous reste quel facteur? Il nous reste la présence de fluide. Donc effectivement, ceci on peut l'interpréter par la circulation ici d'un fluide, ce qui a permis justement une déformation, alors que là il n'y avait pas de fluide, et là ça n'a pas été déformé, ou bien plus faiblement déformé. On vient de voir dans le A et le B donc comment expérimentalement on peut étudier les déformations et quels sont les paramètres qui influencent le comportement rhéologique des roches. Maintenant on va utiliser tout ce qu'on a vu ici pour l'appliquer et pour essayer de comprendre comment on peut expliquer le comportement de la lithosphère, son comportement mécanique. Pour rappel, dans le cours G1, nous avons défini la lithosphère mécaniquement par rapport à la couche du dessous, la sténosphère,
à savoir que la lithosphère est une couche rigide, visqueuse, ça veut dire qu'il résiste bien à la déformation, qui repose donc sur une couche qui est moins visqueuse, moins résistante, qui est la sténosphère. Dans les cours G1 et G2, on a aussi vu que, en première approximation, la lithosphère, qui est résistante, se comporte d'une manière élastique dans sa globalité. On a vu ça avec les surcharges de volcans, flexion de la lithosphère, des surcharges orogéniques, par exemple au niveau de la plaine du Pô, qui génère ici, pour rappel, une anomalie à l'air libre, qui montre qu'on n'est pas à l'équilibre. Et donc, alors pourquoi des formations élastiques? Parce que par exemple, quand on enlève justement la contrainte, par exemple dans le cas de la Scandinavie du cours G2, et effectivement la lithosphère, elle remonte, et elle reprend sa forme initiale. C'est ce qu'on appelait, nous, le rebond lithostatique. Sur la carte de France que l'on aborde en TP, on voit aussi cette flexion élastique de la lithosphère. Alors effectivement, là c'est une coupe qui est représentée ici, on voit la flexion de la lithosphère, ceci se voit en carte. Suite à la poussée des Alpes, ici, suite à la poussée des Pyrénées, ici, ça a généré donc cette flexion élastique qu'on appelle un flambage, qui va générer des anticlinaux et des synclinaux à grande longueur d'onde que l'on peut voir sur la carte. Par exemple, là, le jaune est entouré de vert, c'est un synclinal. Là, le vert est entouré de jaune, c'est un anticlinal. Et donc, les Pyrénées, les Alpes aboutissent à ce flambage, à cette flexion. Alors, maintenant, on va chercher à être plus précis et à ne pas considérer la lithosphère comme un tout. On va chercher à voir si elle peut casser ou voir se déformer plastiquement, voire fluer. Alors pour ceci, on a vu précédemment, juste avant, que le comportement des roches par les études de laboratoire dépendait de leur nature lithologique et dépendait aussi des conditions de pression et des températures. Donc c'est ce qu'on va étudier au laboratoire pour aboutir à un modèle rhéologique de lithosphère. Alors, au laboratoire, effectivement, on peut chercher à modéliser le comportement des roches de la lithosphère. Alors la lithosphère étant faite de différentes roches, on va déjà considérer donc des roches différentes, puisque la lithologie des roches est importante. Donc la croûte continentale peut être modélisée par une roche qu'on va mettre au laboratoire qui est le granit, et le manteau peut être modélisé par une roche qui est la péridotite. Une roche basique, ici une roche acide. Et ensuite, on peut donc au laboratoire, je vais le faire par exemple ici à droite, appliquer à ces différentes roches des conditions de pression et de température qui modélisent une certaine profondeur. Par exemple, si je prends un granit et que je lui applique une certaine profondeur, donc une certaine température-pression qui est représentée ici par le point A, je regarde son étude rhéologique, je vois qu'elle se déforme élastiquement et qu'elle casse. Donc elle casse à une certaine contrainte, sigma moins sigma 3, qui est ici sigma A. Donc on n'a qu'à dire que ce que j'observe au laboratoire, c'est ce sigma qui est ici. Sigma étant en X. Je refais l'expérience à une plus forte profondeur, donc plus forte température-pression. Je fais mon expérience, c'est celle-ci, je vois qu'elle se déforme élastiquement plus longtemps, elle résiste mieux, et elle casse. Pour sigma B, j'obtiens ce point. Je refais, pareil, elle se casse, elle se déforme un petit peu plastiquement, elle se déforme élastiquement, un petit peu plastiquement, et elle casse. À sigma C, j'ai ce point ici. Là, quand j'ai fait mon expérience, la roche, en fait, elle s'est déformée élastiquement, un petit peu plastiquement, pourquoi pas, et elle a cassé. Le domaine qui me représentait ici avec ces 3 points, quand je suis à droite du point, du coup la roche elle a cassé. Quand je suis à gauche du point, pour une certaine profondeur, la roche s'est déformée d'une façon élastique, voire un petit peu plastique. Donc le comportement était cassant. Et quand je franchis une certaine profondeur, par exemple quand j'applique ici une profondeur de d km, la courbe se transforme comme ceci. Ça veut dire que là le comportement devient ductile avec fluage, et là ça se fait pour sigma d. Donc là j'ai un nouveau point. Quand je suis à d de profondeur, j'ai un point qui est ici, qui est d'ailleurs ici à peu près le même que le sigma c, où là j'ai un comportement de fluage. Et si je continue d'augmenter la pression et la température, je vois une évolution qui est celle-ci, à savoir que la roche va être moins résistante et se déformer plastiquement à partir de sigma E. Sigma E est ici. Là, j'ai donc mon nouveau point que je fais ici. Et puis ensuite, même chose pour quand j'applique F km, où là, très très vite, elle flue pour une contrainte sigma F qui est ici. Et donc là, j'ai un nouveau point qui est ici. Donc là, j'ai plein de points expérimentaux. Alors, les premiers points ici, c'est les points qui me délimitent un domaine élastique, voire plastique, qui est tout petit, et domaine cassant. Et les points qui sont ici, ce sont des points qui me délimitent un domaine élastique qui est de plus en plus restreint, et un domaine ici plastique de fluage. Ça, c'est pour la croûte continentale. Je peux faire exactement la même chose en regardant la péridotite. Alors la péridotite, je ne vais pas m'amuser à lui mettre des profondeurs
inférieur à 30 km quand je veux modéliser une lithosphère continentale, parce que ce n'est pas le cas en moyenne, hein, donc je vais commencer directement à 30 km. Je fais ici, quand je suis à 30 km, et ben, la périodite se comporte comme ceci. Donc là, elle est élastique, élastique, élastique. À partir d'ici, elle casse. Et puis quand je continue, j'augmente à h km. Pareil. Bon, bref, je ne vais pas tout faire, mais c'est le même principe. Donc j'obtiens des points qui délimitent un domaine élastique et un domaine cassant, et des points ici qui délimitent un domaine élastique et un domaine plastique. Et donc, maintenant, je peux faire le modèle rhéologique de la lithosphère, à savoir que quand je suis sur ces points-là, donc, je suis ce qu'on appelle sur la droite de Berly, qui va me délimiter le domaine élastique, voire un petit peu plastique, et le domaine cassant. Et ensuite, les points qui sont ici et qui sont ici, là, eux, ils vont me délimiter les domaines élastiques du domaine plastique avec fluage. C'est ce qu'on appelle une courbe de fluage. Alors, ce qui est intéressant, c'est de remarquer que la droite de Berly ne dépend pas, c'est assez contre-intuitif, franchement, de la nature de la roche. La courbe de fluage, elle, va dépendre de la nature de la roche. Alors, ce qui est intéressant avec la courbe que l'on obtient ici, c'est qu'elle est assez logique par rapport à ce qu'on avait vu précédemment quand on étudiait expérimentalement les contraintes des formations. Effectivement, on avait vu que ça dépendait de la nature lithologique des roches. Là, on voit bien qu'effectivement, la péridotite et le granit ne se comportent pas de la même façon. On avait vu qu'il y avait une influence de la température et de la pression. Par exemple, on avait dit que quand la température augmente et quand la pression augmente, le comportement passe de cassant à ductile. C'est exactement ce qu'on voit ici. Par exemple, sur le granit, il est cassant, 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 et au bout d'une certaine profondeur, il devient à comportement ductile. Et puis, si je regarde par exemple juste où il y a le domaine cassant ici, je vois sur mon granit que plus j'augmente la profondeur, donc la pression, donc la température, plus la résistance est grande. Ça, c'est ce qu'on avait vu avec la pression. La température agissait dans l'autre sens, là c'est plutôt l'effet pression qui va l'emporter. Et quand je suis dans le domaine ductile, je vois que plus j'augmente la profondeur, plus la résistance diminue. Donc là, c'est plutôt cette fois-ci la température qui va l'emporter. Ça reflète ce qu'on avait vu ici sur cette courbe. Voici donc ce qu'on appelle les enveloppes rhéologiques de la lithosphère. Alors ici, lithosphère continentale considérée. Il est important de comprendre que le gradient géothermique, que moi ici j'avais pris comme étant un gradient géothermique moyen, ce gradient il va influencer la proportion des différents domaines de ce modèle rhéologique. Par exemple, si je prends un gradient géothermique qui est plus élevé, ici à droite, on voit que les différents domaines, leur proportion va changer. Et ça, c'est tout à fait logique en fait. Par exemple, si j'augmente la température, il est logique que la roche qui se comportait bien d'une façon cassante jusqu'à une certaine profondeur, maintenant va se comporter d'une façon cassante à une profondeur qui est moindre. Donc finalement, le domaine cassant va être plus petit et le domaine de la déformation ductile avec un grand domaine plastique de fluage, il va être plus important à l'échelle de ma croûte ou de mon manteau lithosphérique. Il peut même disparaître. C'est ce qu'on voit ici. Et de la même façon, quand je suis au niveau du comportement ductile de la roche, donc à cet endroit-là, où il y a la courbe ici, courbe de fluage, je vois que celle-ci est décalée vers la gauche. C'est normal, encore une fois, quand j'augmente la température, la résistance de la roche va diminuer, et donc le domaine élastique va être plus petit, et le domaine plastique plus important. Donc finalement, les courbes, quand le gradient il augmente, se déplacent vers le haut et vers la gauche. Finalement, si on doit résumer, on peut dire que la lithosphère continentale, d'un point de vue rhéologique, présente une hétérogénéité verticale de comportement mécanique. Elle n'est pas mécaniquement homogène. Effectivement, dans une lithosphère, il y a deux couches. Une couche donc de croûte continentale avec à l'intérieur un domaine cassant et un domaine ductile, et une couche de manteau lithosphérique avec à l'intérieur un domaine cassant et un domaine ductile. C'est ce qu'on peut appeler par analogie le modèle millefeuille, qui représente ici une lithosphère, avec une petite couche de comportement cassant, une couche de comportement ductile, comportement cassant, comportement ductile. L'analogie est très bien. Alors tout ce qu'on dit ici, c'est bien joli, c'est au laboratoire, c'est nos études. Alors est-ce que dans la réalité, ceci se voit? Effectivement, ceci se voit dans la réalité. Quand on regarde un petit peu la profondeur des foyers des séismes, on se rend compte qu'effectivement, dans la croûte continentale, les foyers sont plutôt en surface, dans le fameux domaine cassant. Après, au niveau de la croûte inférieure, il n'y a plus de séismes. Et les séismes, je peux en retrouver ici, au niveau du domaine cassant du manteau lithosphérique. Là, je ne suis pas à 30 km, là, parce que là, l'exemple que j'ai pris, c'est au niveau du plateau tibétain, où effectivement la croûte continentale est bien plus profonde, 70 km, que les 30 km attendus. Donc les domaines cassants sont ici.
Il est intéressant de noter que dans les cours précédents, ceci se voyait, même si on n'avait bien sûr pas du tout focalisé là-dessus. Par exemple, dans le cours G1, G2, qu'on avait fait donc un phénomène de rifting, on voyait en surface la jeunesse de faille, on était dans la croûte continentale mais portion cassante, et en dessous, dans la croûte continentale non cassante, il n'y avait pas de faille. C'est ce qu'on avait représenté ici. En fait, les failles, en profondeur, elles disparaissent, elles n'existent plus, il y a le comportement ductile. Ceci se voit aussi lorsqu'on avait fait les collisions. La partie supérieure, donc plein de failles, avec les grands chevauchements. La partie inférieure, elle, se comporte d'une façon ductile au niveau de la croûte continentale. Au sein de la croûte continentale, il y a donc une zone qu'on va appeler un niveau de découplage, représenté ici, qui sépare un endroit donc où ça casse et en dessous un endroit où la déformation elle est ductile. Alors ce qui est intéressant, c'est aussi de remarquer que les grandes failles qui sont en surface dans le domaine cassant, souvent elles vont converger au niveau du niveau de découplage en une grande faille qu'on appelle une faille de détachement. Ici représentée, on voit toutes les failles qui convergent au niveau de cette faille de détachement. Donc ça, classiquement, c'est entre la croûte continentale supérieure et la croûte continentale inférieure, comme on l'a vu précédemment. Alors il faut savoir qu'un découplage peut aussi se faire au sein même de la croûte continentale supérieure, entre des terrains qui sont lithologiquement vieux, plutôt compétents, des granites, des gneiss, et des terrains sédimentaires qui sont au-dessus, jeunes, plutôt incompétents. Alors ça, on le verra très bien dans la carte de France. Là, on peut juste faire un petit résumé de ceci. Alors avant de faire mon résumé, j'ai juste besoin d'un prérequis sur la notion de socle et de couverture. Alors disons ce dont il s'agit. Donc quand il y a une orogenèse, par exemple l'orogenèse hercynienne, on va distinguer un socle et une couverture. Alors qu'est-ce que c'est? Donc avant qu'il y ait l'orogenèse, il y avait des terrains métamorphisés, granitisés, avec des terrains sédimentaires qui se sont déposés. Lors de l'orogenèse, tout ceci a été plissé, faillé. Il y a eu du métamorphisme, du magmatisme avec des nouveaux granites qui sont apparus pendant cette orogenèse. Tout ceci a été érodé, voilà, pénéplénation. Et ensuite, par-dessus, des nouveaux terrains sont arrivés, par exemple les terrains du Trias, Jurassique, Crétacé, dans le cas de l'orogenèse hercynienne, pour former les terrains, par exemple, du bassin parisien. Et quand on fait ça, on va distinguer donc le socle. Le socle, c'est tout ça. C'est tous les terrains qui ont été affectés pendant l'orogenèse et les terrains qui se sont formés pendant l'orogenèse hercynienne ici. Ce sont des terrains, donc, par rapport à ce que je vois ici, qui sont plutôt vieux et souvent compétents. Et eux, ces terrains, ils sont recouverts par ce qu'on appelle une couverture. C'est simple, la couverture, c'est l'ensemble des terrains sédimentaires qui se sont déposés après, cette fois-ci, l'orogenèse X, l'orogenèse hercynienne, qui sont donc en discordance sur ces terrains anciens du socle. Donc ça, c'est la notion de socle et de couverture. Et ce qu'on constate, c'est que souvent, c'est le cas en France, entre le socle et la couverture, il y a une petite zone de découplage, ici, souvent une couche qu'on va appeler une couche savon. Et donc, quand il va y avoir une nouvelle contrainte qui va s'exercer sur l'ensemble, en fait, le socle et la couverture vont se comporter d'une façon différente. Grâce au niveau de découplage ici, on constate que le socle, lui, va plutôt se failler et que la couverture, elle va plutôt se plisser, elle va se comporter d'une façon plutôt plastique ici, façon ductile par rapport à en dessous, et ça va se faire au niveau d'un décollement, la fameuse couche savon. Ça, c'est ce qu'on appelle une tectonique de couverture. Ça, c'est ce qu'on appelle une tectonique de socle. Et ça se voit très bien, encore une fois, sur la carte de France. Par exemple, au niveau des Alpes, ici, on voit donc un grand chevauchement avec plein de terrains jaune, vert, donc plein de terrains qui sont plissés. Ça, c'est une grande nappe. C'est une couverture, en fait, qui est sur un socle. Alors, la couverture, elle ici en vert. Elle repose sur le socle, ici en rouge. Et il y a un petit niveau de décollement qui est le Trias en violet, ici. Donc là, c'est la coupe à cet endroit-là. Et donc, suite aux contraintes, suite à la poussée, donc aux contraintes de la tectonique alpine, l'ensemble de la couverture, on le voit, c'est décollé du socle, en fait, c'est plissé et a formé même un grand chevauchement. Elle est même passée par-dessus. C'est la fameuse nappe de Dean que l'on voit ici en vert. Je la représente ici avec les couleurs. Donc là, j'ai un exemple de glissement de tectonique de couverture, un niveau de découplage qui est dû à la couche savon, qui elle flue très facilement, qui se déforme d'une façon ductile très facilement. On a la même chose l'année prochaine, au niveau par exemple de la nappe des schistes lustrés. Ici, on voit donc grand chevauchement. Cette nappe, elle est en train de passer par-dessus le socle, qui est représenté ici d'ailleurs, le socle donc hercynien du dessous. On le voit, la nappe ici elle est en violet, et donc elle aussi repose sur une couche savon et elle aussi donc subit donc une tectonique de couverture.
Alors ce qu'on a vu ici, nous, c'est le comportement rhéologique de la lithosphère continentale. Bien sûr, on peut faire la même chose avec la lithosphère océanique. Dans ce cas, on fait nos études rhéologiques, on prend non pas un granit, mais des gabbros, des basaltes. On les fait aller jusqu'à 6 km en gros. Et dans ce cas, la péridotite, c'est comme tout à l'heure, ça ne change rien. Et par contre, les gabbros, eux, ils sont uniquement à comportement cassant. Ça veut dire qu'on va distinguer un comportement donc en dessous, une déformation élastique, et franchit ce seuil, une déformation cassante. Donc là, c'est un petit peu différent. On a un domaine cassant pour l'ensemble de la croûte océanique et du manteau lithosphérique supérieur, et un domaine ductile pour le manteau lithosphérique à partir d'à peu près 30 km dans les conditions utilisées classiques moyennes de la lithosphère océanique. Nous allons maintenant passer au grand 3, dont l'objectif est de lister les différents types de déformations des roches, et ceci à toutes les échelles. Alors, les déformations des roches sont représentées ici dans les sous-parties, et donc dans ce grand 3, on va s'aider du grand 1 et du grand 2, afin de décrire ces différentes déformations, de les quantifier, de déterminer l'ellipsoïde des déformations qui en sont à l'origine, d'identifier leurs causes, éventuellement de remonter à leurs contraintes, et de savoir ce que ces déformations peuvent nous apporter comme information sur l'histoire géologique des régions.